Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans un monument de la littérature marocaine, la boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. On va décortiquer cette histoire magnifique en s'appuyant sur le résumé très détaillé de Maître Moussine. Alors, notre parcours va se faire en 4 temps. D'abord, on va entrer dans le monde secret et imaginaire du jeune narrateur. Ensuite, on verra comment les drames du voisinage viennent bousculer ce petit monde. Puis, on vivra le passage de la fête à la crise familiale. Et enfin, on explorera cette période d'absence et d'espoir. C'est parti pour un vrai voyage émotionnel. On commence donc par le commencement, ce monde secret de l'enfance. On va découvrir la vie à Darchouafa, cette maison pleine de vie, à travers le regard si particulier de notre jeune héros. Alors, qui est-il, ce Sidi Mohamed? Eh bien, c'est un petit garçon de 6 ans, mais pas tout à fait comme les autres. C'est un grand rêveur, plutôt solitaire. Ses vrais amis, ce ne sont pas les enfants de son âge, non. Ce sont les petits objets qu'il garde précieusement dans sa boîte à merveilles. Et cette boîte, elle est au cœur de tout. C'est bien plus qu'un simple coffre à jouer, c'est son refuge, c'est tout son univers. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le contraste énorme entre le silence et la magie de son monde intérieur, et de l'autre côté, le bruit et l'agitation du monde des adultes qui l'entourent. Il habite donc à Darchouafa, une maison où vivent plusieurs familles. Et c'est un lieu plein de personnalités hautes en couleurs. Il y a bien sûr ses parents, Lala Zoubida et Mahalem Abdeslam, mais il y a surtout leurs interactions, parfois explosives, avec les voisins, comme Rama. Et d'ailleurs, le calme ne dure jamais très longtemps. Une dispute éclate, très violente, à propos d'une histoire de lessive. Et tout ce vacarme, ça perturbe profondément le petit Sidi Mohamed. Il est si sensible que ça le rend malade. C'est un peu le premier choc entre son monde tranquille et la brutalité du monde extérieur. Peu de temps après, c'est un vrai drame qui secoue le quartier. La petite Zineb, la fille de la voisine, disparaît. Et là, tout le voisinage, qui se disputait la veille, va se souder. D'abord dans l'angoisse, puis dans une immense joie collective quand on la retrouve. Une joie célébrée par une sadaka, un grand repas pour remercier le ciel. Allez, deuxième partie. Après les querelles de la maison, l'histoire prend un peu plus d'ampleur. On va maintenant s'intéresser aux soucis qui touchent les amis les plus proches de la famille. Un jour, Lala Aïcha, la meilleure amie de la mère, débarque à la maison. Elle est en pleurs, complètement désemparée. Pourquoi? Son mari, Moulay Larbi, vient de se faire trahir par son associé. L'associé en question, un certain Abdelkader, a tout simplement liquidé leur atelier commun et a mis la main sur tout le capital. Une somme considérable à l'époque, 80 rials. Et voilà le cœur du problème. Moulay Larbi, il a fait confiance. Il a tellement fait confiance qu'il n'a jamais pensé à demander un reçu pour l'argent qu'il avait investi. Et cette confiance, eh bien, elle va lui coûter très, très cher. C'est aussi simple et terrible que ça. Pas de preuve écrite, pas de recours possible. L'argent est envolé. Moulay Larbi est ruiné et sa femme, Lala Aïcha, est anéantie. Alors, pour alléger un peu l'ambiance, qui est devenue très lourde, les femmes se mettent à raconter une histoire. L'histoire des mésaventures du vieil oncle Othman qui essaye de faire une course pour sa jeune épouse. C'est une catastrophe ambulante, un moment de pure comédie qui fait du bien. On arrive maintenant à un tournant majeur du roman. Cette période de petits et grands drames de quartier va culminer avec la plus grande fête de l'année, l'Achoura. Mais la joie va être de très, très courte durée. Cette chronologie, elle est brutale. Elle montre bien la violence du basculement. On passe de l'excitation des préparatifs, de l'euphorie de la fête, à l'annonce de la ruine totale du père, le lendemain même. C'est la chute, la vraie. Tout s'écroule. Le départ du père, ce n'est pas juste un problème d'argent, c'est une véritable catastrophe émotionnelle pour toute la famille. Le pilier de la famille, le protecteur, celui qui ramenait l'argent, n'est plus là. Il part travailler loin. La mère et son fils se retrouvent seuls face à un avenir complètement flou et angoissant. Pendant l'absence du père, forcément, le monde devient plus gris, plus triste. La famille doit alors s'accrocher à ce qu'elle peut pour garder espoir. Complètement désespérée, Lala Zoubida se tourne vers le mysticisme, vers la croyance. Elle emmène son fils, qui est de nouveau malade, consulter un voyant aveugle très réputé. Elle cherche une prophétie, un signe, n'importe quoi pour apaiser sa douleur. Et puis un miracle, ou presque. Un messager arrive de la campagne. Et il arrive avec des provisions, un peu d'argent, et surtout la nouvelle que tout le monde attendait. Le père va bien et il rentrera bientôt. L'espoir renaît. Et les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, dit-on. Au même moment, les problèmes de Lala Aïcha se règlent aussi. Son mari se sépare de sa seconde épouse. On a donc un double dénouement heureux qui annonce le retour final, le plus important.
Le voilà, le moment que tout le monde attend depuis un mois. Le père pousse la porte de la maison. Il est couvert de poussière, épuisé par le travail des champs, mais il est là. C'est une explosion de joie, un soulagement immense pour toute la maison. Et c'est là toute la beauté et la complexité du personnage. Au milieu de cette euphorie collective, de ces cris de joie, Sidi Mohamed, lui, ressent un sentiment étrange, une solitude immense, et il se réfugie là où il se sent vraiment à sa place. Il ouvre sa boîte, il retrouve ses trésors, ses amis silencieux. Et ça nous rappelle que même dans les plus grands moments de joie partagée, parfois, notre monde intérieur reste notre refuge le plus précieux, le plus réconfortant.